En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux, en tout cas ce soir, sachant qu'on avait eu plus de 130 inscrits. Alors, bien sûr, je disais que tout le monde ne sera peut-être pas là ce soir, la concurrence des terrasses, mais ça nous fait plaisir, en tout cas, pour cette webconférence Comment s'engager pour transformer l'action publique. Et avant de laisser la parole alors à Marie-Caroline et Lou Salomé qui co-animent la webconférence et à nos trois intervenants, je voulais juste introduire en quelques mots cette webconférence qui est réalisée en tout cas dans le cadre de Profil Public. Pour me présenter, je suis Sigrid Berger, je suis la fondatrice de Profil Public, qui est la plateforme d'emploi que j'ai créée pour vraiment dans l'objectif de réenchanter le public. Et je dirais qu'on est à mi-chemin entre un média pour redorer l'image du secteur public et à mi-chemin entre une plateforme d'emploi pour aider du coup les institutions à rendre leurs offres d'emploi plus attractives, mais aussi à développer leur marque employeur. En tout cas, on est ravis que le sujet de la transformation publique vous intéresse. Et on va commencer alors, petit à petit. Je voulais faire un petit rappel sur... N'hésitez pas, en tout cas, tant que les intervenants parlent, etc., à bien couper les micros, qu'on n'ait pas de bruit parasite entre-temps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez laisser actives vos caméras, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la webconférence est enregistrée et il y aura un replay. Voilà, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat qu'on va prendre petit à petit au fur et à mesure. Donc, ce que je disais, c'est que notre objectif, c'est vraiment réenchanter le recrutement du secteur public. Et cette année, on a créé un programme ambassadeur qui regroupe une douzaine d'étudiants qui co-animent à nos côtés une série de webconférences sur, je dirais, un petit peu le futur du secteur public, d'où le thème de la transformation publique aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Marie-Caroline et Lou Salomé qui vont se présenter et qui vont laisser aussi la parole ensuite à nos intervenants pour se présenter. Donc, Lou Salomé et Marie-Caroline, c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup, Sigrid. Oui, effectivement, on a rejoint avec Lou Salomé le programme des ambassadeurs en septembre dernier. Alors, moi, je suis étudiante en affaires publiques à Dauphine. Et voilà, je fais mon alternance au French Impact, qui est une initiative gouvernementale dans l'économie sociale et solidaire. Et voilà, je suis chargée de mission affaires publiques. Lou Salomé, je te laisse aussi te présenter. Merci Marie-Caroline. Donc, bonjour à tous. Donc, de mon côté, je suis diplômée d'un master d'affaires publiques à Sciences Po Lille. Et cette année, je fais un master de management de projet et innovation. Et donc, je suis en charge aussi avec Marie-Caroline d'organiser cette dernière webconférence. Alors, pour présenter le thème de cette webconférence, avec Marie-Caroline, on a décidé d'aborder le thème de la transformation publique parce que c'est un sujet qui nous semblait important de rendre visible, puisque depuis quelques années, il y a une vraie volonté politique de moderniser, améliorer le service public, et une volonté qui est notamment portée par le ministère de la Transformation publique, qui a été créé en juillet 2020. Je le rementionne parce que ce n'est pas forcément connu pour les non-initiés. Et du coup, si c'est une thématique qui intéresse les étudiants, c'est important de savoir ce qui peut être porté à ce niveau-là. Et donc, ce ministère-là, il contribue, entre autres, pas que, il y a tous les autres ministères qui peuvent y contribuer, mais apporter des dynamiques de simplification, d'ouverture des données, avec pour objectif plus de transparence pour la gouvernance publique. Il y a aussi toute une dynamique de création d'incubateurs pour des projets intrapreneuriaux au sein de l'État, et puis la dynamique de création de laboratoires d'innovation publique avec des initiatives pour faire en sorte d'apporter de nouvelles méthodes de conception de l'action publique. Donc voilà, c'est toutes ces dynamiques-là qui nous intéressaient d'aborder. On a voulu le faire en s'adressant à trois intervenants qui sont dans trois structures différentes. Et je vais laisser Marie-Caroline présenter ces trois intervenants. Merci Lou Salomé. Donc oui, nous allons passer à la présentation de nos trois intervenants qui viennent d'univers différents, mais qui sont tous engagés dans des projets liés à la transformation publique. Donc, nous avons donc le plaisir de recevoir ce soir Clémence Penn, qui est directrice innovation ouverte à la DITP. Donc, la DITP, je le rappelle, c'est la Direction interministérielle de la transformation publique. Clémence, peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement et vous dire, voilà, nous dire pourquoi vous vous êtes engagée à la DITP et quelles ont été vos motivations en quelques mots. Ça marche. Et ben, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots peut-être de précision juste sur la DITP. C'est une direction assez spéciale, assez unique dans l'État, puisque c'est une petite direction, hein, on est environ 80, et on accompagne les administrations, les ministères dans leurs projets de transformation publique.
avec un motto des services publics plus simples, plus proches, plus efficaces, au service des citoyens et avec les agents publics. Et c'est vrai que c'est une direction hyper multidisciplinaire. Il y a des chercheurs en sciences comportementales, il y a des designers, il y a des consultants, il y a des coachs, il y a des animateurs de communauté, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment une chance de bosser ici parce qu'on a beaucoup d'autonomie, on travaille sur des projets qui bougent tout le temps. Et donc, moi, ce que je fais en particulier à la DITP, c'est les sujets innovation ouverte, c'est-à-dire tout ce qui est partenariat, tout ce qui peut hybrider un petit peu les sujets de l'administration avec soit la société civile sur les sujets gouvernement ouvert, soit les écosystèmes d'innovation, de civic tech, de govtech et autres. Et sur les projets prospectifs, c'est un sujet un petit peu émergent à la DITP, mais où on essaye de se positionner. Ça a beaucoup... c'est beaucoup venu avec la crise et le désir d'anticiper les prochaines. Et donc, voilà, c'est un projet un peu naissant. Très bien. On y reviendra plus en détail lors de notre première section. Élise Marion, donc vous êtes intrapreneuse. Donc, vous avez monté votre start-up d'État qui s'appelle Aide Territoire. Donc, Aide Territoire, c'est un service public numérique qui facilite la recherche d'aide financière et d'ingénierie dans les collectivités territoriales. Là aussi, Élise Marion, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement rapidement. Oui, tout à fait. Merci Caroline et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Élise Marion, je suis ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'État et urbaniste et j'ai rejoint la fonction publique en 2007. J'ai occupé pendant plusieurs années une mission de chargée de mission développement et déploiement de la démarche écoquartier auprès des collectivités. Donc j'avais déjà en fait cette approche usager, utilisateur, ce lien avec des utilisateurs sur un sujet très opérationnel, celui du déploiement de la démarche écoquartier, démarche complètement volontaire et qui avait pour objectif d'inciter les collectivités à mettre en place de l'aménagement durable. Et c'est dans ce cadre en fait que j'ai eu le sentiment qu'il y avait un sujet énorme à traiter sur l'appui au territoire, aux collectivités, à identifier les bonnes aides pour conduire leurs projets. On y reviendra juste après. Mais voilà, en tout cas, je travaille au sein du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires, puisqu'on a un secrétariat général qui est commun, qui est partagé. Et c'est vrai que depuis quelques années, les choses bougent énormément et cette dynamique de transformation est vraiment en train de prendre au niveau de l'administration centrale, mais également dans les services déconcentrés. Et c'est vrai qu'on voit que les choses bougent très vite et c'est extrêmement motivant. Très bien, merci beaucoup Élise Marion. Nous allons passer à notre troisième invité, Julien Beautrio, qui est consultant en innovation sociale et qui est cofondateur de l'agence Les Beaux Jours. Donc, Julien Beautrio, vous accompagnez des entrepreneurs sociaux, des collectivités, des entreprises responsables pour les aider à co-construire des solutions innovantes. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi à votre tour ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julien Beautrio et je suis cofondateur de l'agence Les Beaux Jours. Cofondateur, c'est une agence que j'ai créée avec mon frère qui est designer de service. Et moi, je viens du monde de l'économie sociale et solidaire. Et l'agence Les Beaux Jours, c'est justement la rencontre de ces deux compétences, le design et l'innovation sociale. Et effectivement, on appuie essentiellement les collectivités et les structures de l'économie sociale et solidaire dans la conception de solutions innovantes avec comme fil rouge le fait d'intégrer au maximum les usagers, les habitants, les citoyens dans les processus de conception. Et puis aussi, en fait, comme vous le disiez, Marie-Caroline, l'idée de cette convergence entre collectivités et associations, c'est de les faire travailler ensemble le plus possible pour répondre aux défis locaux qui sont d'ordre social, environnemental, économique. Et que nous, on se dit que vu l'ampleur des enjeux, il est important de créer des alliances de ce type sur les territoires. D'accord, merci beaucoup Julien pour cette présentation. Là aussi,
On aura l'occasion de revenir sur vos projets en troisième partie de conférence. Alors, pour notre première partie, justement, on va voir comment on peut s'engager pour la transformation publique au sein de l'administration. Pour cela, et pour nous parler de son engagement, Clémence Penne, donc vous êtes directrice innovation ouverte à la DITP, je le rappelle. Est-ce que pour voilà, préciser à nos auditeurs, nous expliquer plutôt quelles sont les missions de la DITP, voilà, le rôle, et peut-être aussi nous préciser voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et à rejoindre la DITP? Ça marche. Alors, vous n'hésitez pas à réagir dans le chat hein, parce que je sais que c'est une direction assez méconnue et un peu fonctionnement un peu complexe. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est vaporeux. Ce que j'ai pas précisé en introduction, c'est que pour faire comme Élise, c'est qu'on dépend donc du ministère de la Transformation et de la Fonction publique et ça c'est assez récent. Puisque on dépendait auparavant de Bercy, du ministère des Finances, et avant ça, des services du Premier ministre. Donc, c'est une direction qui se transforme très régulièrement. Et du coup, où il y a d'ailleurs pas mal de turnover, parce que beaucoup de profils de contractuels qui, du coup, font étape, parce que c'est une direction interministérielle, et puis finalement se redispatchent dans d'autres directions. Et donc, ça bouge beaucoup au niveau RH à la DITP. Sur les projets, comme je vous disais, il y a des métiers qui sont vraiment assez divers. Il y a en particulier des grandes familles autour d'abord l'accompagnement des réformes, ce qu'on appelle les réformes prioritaires de l'État, mais donc c'est plutôt des missions de pilotage, on s'assure, je ne sais pas si vous connaissez le baromètre des résultats qui permet de suivre la mise en œuvre des réformes, et du coup c'est une équipe qui est plutôt, qu'on appelle les ministériels et qui sont plutôt dans le suivi avec les ministères, beaucoup de RIM, etc. Alors qu'on a une autre direction accélération qui est vachement plus sur un modèle presque d'agence interne à l'État, qui fait des missions plutôt ponctuelles et assez rapides, en général de maximum 3 mois. Auprès des directions, donc sur des projets qui sont en général assez mastoc, hein, qui sont vraiment la réorganisation d'une direction, sortir de terre une politique publique qui pose problème, dématérialiser un gros projet, voilà. Donc, et où du coup les équipes de la DITP interviennent un peu comme des consultants sur une période brève, puis n'y reviennent plus. C'est-à-dire après, il n'y a plus de suivi une fois que le projet a émergé. Et enfin, sur les sujets plutôt d'innovation, donc, comme je vous disais, c'est vachement divers, puisqu'il y a à la fois beaucoup de dispositifs d'écoute usagée autour des sujets de qualité des services publics, des dispositifs de participation citoyenne, des dispositifs de sciences comportementales pour essayer d'accompagner donc la transformation publique avec des leviers autour des comportements humains, par exemple sur le sujet de pollution, beaucoup de santé. Ils ont beaucoup bossé évidemment sur la crise sanitaire, pour engager les gens à faire du sport, pour faire passer les messages du ministère de la Santé plus simplement. Ils peuvent travailler à la fois sur vraiment sur du langage et à la fois sur des dispositifs plus expérimentaux pour installer des capteurs de pollution chez des gens, faire des comparatifs avec des échantillons, etc. Enfin, voilà, des trucs assez pointus. Enfin, moi, je m'occupe notamment de l'équipe gouvernement ouvert. Mais peut-être j'y reviendrai un petit peu plus tard sur le focus sur un projet, mais qui est vraiment un projet très interministériel où on accompagne l'ensemble des ministères sur la production du plan d'action national gouvernement ouvert, mais qui s'appuie du coup un petit peu sur toutes ces expertises, puisque c'est à la fois un plan qui est porté au niveau Élysée et donc qui est très politique et qui demande beaucoup de coordination avec les cabinets, mais qui en même temps est totalement en co-construction avec la société civile et du coup en permanence dans l'interaction avec des associations, des acteurs de l'innovation, des designers, des associations citoyennes, etc. Sur les méthodes, en particulier, vous connaissez peut-être le lieu de la transformation publique qui est au 77 avenue de Ségur. Alors en même temps, bon, il a été fermé
pas mal ces derniers mois, mais là, il réouvre. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir avant, vous serez peut-être amené pour une prochaine conférence profil public à venir le visiter. Il y a tout un pôle autour de l'intelligence collective, et c'est là que sont notre équipe de designers autour, du coup, pareil, de la conception, je vois les commentaires qui arrivent, des conceptions de politique publique avec l'implication d'usagers, de citoyens et d'agents publics. La réorganisation des directions, ça ne concerne pas forcément que la fonction publique d'État, ça dépend, c'est vraiment c'est ponctuel. C'est ponctuel, donc ça peut être assez large. Sur les sciences comportementales, c'est assez large parce qu'on a à la fois des profils vraiment de chercheuses en sciences cognitives, donc vraiment sur, par exemple, des biais autour de comment votre cerveau prend des décisions et comment on peut accélérer la prise de décision ou voilà, mieux comprendre vraiment des dispositifs neurologiques. Mais il y a aussi plutôt des aspects un peu marketing, comme je vous disais, avec juste simplifier du langage. Je travaille beaucoup, par exemple, avec le service d'information du gouvernement autour de juste se faire comprendre des citoyens. Comment sont sélectionnés les projets et les sujets sur lesquels la DITP intervient? Ça dépend. Il y a il y a un peu un top et un bottom. Il y a des sujets qui sont évidemment comme on n'est pas hyper nombreux et que la direction est assez demandée, ça passe par des saisines cabinet, ça vient par de l'appui avec des réformes qui sont estimées prioritaires, la demande d'un ministre qui veut faire sortir la nouvelle, je sais pas, par exemple Adrien Taquet autour de la politique des 1000 premiers jours, qui doit faire donc sortir un projet de terre très rapidement. Mais il y a aussi, donc, notamment avec l'équipe innovation, on est très branché avec beaucoup de communautés, notamment la communauté des laboratoires d'innovation publique, la communauté Futur Public qui regroupe plus de 600 agents intéressés par l'innovation publique. Et là-dessus, il y a aussi évidemment beaucoup d'accompagnement qui se fait de façon beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus informelle, beaucoup de collaborations qui sont juste dans le cadre d'ateliers, etc. Donc, on peut tout à fait collaborer avec la DITP, même si on n'est pas soutenu par un ministre, en gros. Très bien. Merci en tout cas, Clémence, pour cette présentation très claire de la DITP. Peut-être, oui, comme vous l'avez souligné il y a quelques instants, sur le gouvernement ouvert, votre projet de gouvernement ouvert, est-ce que vous pouvez nous préciser vos méthodes d'action et voilà, comment vous faites en sorte pour justement associer les citoyens à ce projet? Alors, donc je vais essayer pareil de ne pas trop vous embrouiller parce que c'est un peu un millefeuille à plusieurs étages, mais c'est un programme international qui est une plateforme qui rassemble à la fois plus de 70 pays et des milliers d'organisations de la société civile pour essayer donc de faire du plaidoyer autour des sujets de transparence, d'ouverture, de collaboration et de redevabilité, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes aux citoyens. La France a rejoint ce programme en 2014 et dans ce cadre-là, elle produit tous les 2 ans un plan d'action national avec des engagements au service de ces valeurs. Et là, on est sur le 3e plan d'action. Et donc, dans ce cadre-là, depuis le mois de février, on est dans un très intense cycle de co-construction, même si ça s'est fait beaucoup sur Zoom, mais maintenant, ça y est, on a commencé à faire pas mal d'ateliers en présentiel. C'est très exotique, très rafraîchissant. Et donc, il y a plusieurs façons de participer si ça vous intéresse. Il y a à la fois, là aussi, je dirais le levier communauté. On organise très régulièrement des micros ouverts le vendredi matin pour discuter de sujets un peu exploratoires. Je sais pas, avec Axel Lemaire, le financement de l'innovation démocratique, avec Etalab, la transparence des algorithmes, avec Pierre Moscovici sur la redevabilité et la modernisation de la Cour des comptes, des sujets comme ça qui sont vraiment destinés à des agents publics ou au-delà. Il y a aussi pas mal de cycles d'ateliers qui sont en général le plus ouvert possible. Et pour ça, puisque je vois la question comment rejoindre les communautés, il faut soit s'inscrire sur notre site internet, soit nous suivre sur Twitter. Et on fait régulièrement des appels à participation, venez participer à l'atelier inclusion numérique, etc. Il y a aussi des moments qui sont plus importants, qui sont les forums Open Data. On a déjà fait un la semaine dernière, on en fait un la semaine prochaine. Et sur le 3e,
ce sera aussi possible de nous rejoindre. Et puis plus largement, du coup, comme cette méthodologie tout doit être transparent, vous vous rendez compte, on publie tout ce qu'on fait, on publie tous nos ateliers, on publie notre agenda, etc. Donc vous verrez, c'est assez facile de nous pinguer pour nous dire que tel sujet vous intéresse, que vous aimeriez contribuer. Et ce sera le cas pendant 2 ans, puisqu'après la mise en œuvre du plan d'action est également participative. Et du coup, je ne sais pas, je vous donne un exemple, peut-être ça ne va pas vous parler, c'est hyper large, hein, parce que ça couvre à la fois, là par exemple, on bosse à la fois sur des sujets de démocratie sanitaire et comment intégrer les citoyens dans les politiques de santé, que l'accompagnement de l'ouverture des décisions de justice, par exemple. Donc, par exemple, sur l'ouverture des décisions de justice ou la démocratie sanitaire, on va prendre des engagements cet été, mais après, pendant 2 ans, il s'agira de les mettre en œuvre en impliquant les citoyens. Et du coup, si vous avez raté le coche de l'engagement qui vous intéresse, voilà, vous avez 2 ans pour monter à bord et pour venir rendre tous ces projets plus exigeants, plus transparents, plus participatifs, plus représentatifs surtout des besoins. Si ça vous intéresse, franchement, la porte est grande ouverte. Et en particulier, j'imagine qu'il y a pas mal de jeunes parmi vous. Et on a travaillé notamment avec le Polysylab de Sciences Po et un groupe de jeunes étudiants pour essayer d'embarquer les jeunes dans le sujet gouvernement ouvert. Et voilà, donc il y a aussi une communauté autour de ça. Et voilà, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Parfait, merci beaucoup Clémence. L'invitation est bien notée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat pour Clémence, Sigrid. Alors, il y a une question en complément sur jusqu'à quel âge on peut rejoindre les communautés, mais je crois que c'est largement ouvert, il n'y a pas une question d'âge, justement. Sur la question de jusqu'à quel âge on est jeune, pour moi, jusqu'à 50 ans. Mais de toute façon, on prend tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu. Et si vous ne trouvez pas votre place dans la communauté des étudiants du gouvernement ouvert, il y a en tout cas de la place dans les autres communautés. Combien on est environ 80, ça va, ça vient au rythme des plafonds d'emploi et de nos très nombreux stagiaires, un jeune, une solution. Et puis je vous remets dans le chat l'adresse pour rejoindre Futur Public ou la communauté gouvernement ouvert. Et on a quelqu'un qui nous dit merci, j'apprends que je ne suis plus jeune. Une question très difficile, j'aurais pas du tout dû répondre. Voilà. Et c'est tout pour les questions pour l'instant. Très bien, merci Sigrid et Clémence. On va passer à notre deuxième invitée. Lou Salomé, je te passe le bâton de parole. Super, du coup, donc on va passer à Élise Marion, puisqu'elle, de son côté, elle agit également au sein de l'État, mais par le biais de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat qui est notamment porté par les incubateurs. Il y a des incubateurs aujourd'hui à peu près dans tous les ministères. Et donc, dans ces incubateurs, il y a des projets de services publics qu'on appelle les startups d'État. Et donc, Élise Marion a créé une startup d'État qui s'appelle Aide Territoire. Et donc, j'ai lancé les mots startup d'État, intrapreneur. Et du coup, je vais vous laisser la parole, Élise Marion, pour nous expliquer un peu plus ce que c'est qu'être intrapreneur dans la fonction publique. Merci beaucoup, Lou Salomé. Donc, effectivement, intrapreneur, c'est un mot valise. Hein. Être intrapreneur, intrapreneuse, c'est entreprendre en interne. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas forcément beaucoup plus éclairé sur mes missions au quotidien, mais concrètement, en fait, pour être intrapreneur, je pense qu'il faut être confronté à ce qu'on va appeler un irritant dans son quotidien, une friction, une problématique qui revient vraiment très souvent et qui, dans l'exercice quotidien de vos missions, va devenir une friction, un point sur lequel vous vous dites, mais en fait, là, il y aurait vraiment moyen, il faudrait faire quelque chose pour simplifier mon quotidien, pour simplifier, faciliter la relation entre l'État et les collectivités, pour faciliter la relation ou l'accomplissement de telles tâches entre les services de l'État et leurs partenaires. Et c'est encore plus vrai quand on se dit que le numérique pourrait aider à résoudre cette question. C'est vrai que quand on échange des fois des dizaines de fichiers Excel, on se dit mais en fait, on ne pourrait pas mettre en place un outil qui permettrait à tout le monde de contribuer. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système qui vraiment facilite la tâche de tout le monde quand on se rend compte que, je sais pas, à l'échelle de plusieurs
plusieurs services, de plusieurs départements. On a des gens qui font la même chose, qui essayent de mettre en place des services qui se heurtent à certaines difficultés. On se dit là, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est en partant, je pense, de cette friction dans son quotidien, on se dit qu'on tient peut-être un bon sujet pour lancer une start-up d'État, pour voilà, essayer de trouver une solution. Donc pour moi, en fait, l'intrapreneur, c'est vraiment un sujet qui est cœur de métier. Pour moi, être intrapreneur, il faut être dans le métier. C'est difficile d'être parachuté à une fonction d'intrapreneur. Hein. Pour avoir cette connaissance de l'irritant, il faut y être confronté vraiment au quotidien. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié la friction, évidemment, il faut passer à l'acte et essayer de mettre en place la solution pour résoudre cet irritant. Donc, comme cela a été dit précédemment, il existe plusieurs possibilités. Hein. BetaGouv, donc qui est une communauté de la DINUM, a été lancée dès 2016-2017. Là, j'ai plus l'année exacte de lancement de la communauté BetaGouv, et a permis de lancer les premières startups d'État et plus tard les premières startups de territoire. Aujourd'hui, il y a 600 membres dans cette communauté, hein, des intrapreneurs, des coachs, des développeurs, des UX designers, des business développeurs, chargés de déploiement également, qui font partie de la communauté et qui travaillent ou ont travaillé sur des projets innovants, sur des startups d'État. Au niveau des ministères, on a aussi des incubateurs qui vont accompagner ces intrapreneurs. Donc, au ministère de la Transition écologique, on a la Fabrique numérique qui a été lancée en 2018. Hein. Moi, j'ai fait partie de la première promotion de la Fabrique numérique, mais on retrouve des incubateurs aujourd'hui dans de nombreux ministères. Hein. Le ministère des Armées a le sien, celui des Affaires sociales, la NCT a son incubateur des territoires également pour proposer de nouveaux services. Et le point commun de tous les intrapreneurs, de tous ces incubateurs ministériels, c'est le fait de développer des solutions qui vont être centrées sur les usagers. Parce qu'une fois qu'on a identifié notre irritant, notre point de friction, en fait, on peut partir avec une idée, mais concrètement, en allant interroger vraiment des usagers, on va pouvoir pivoter. Et c'est ça qui est très enrichissant, parce qu'on peut partir avec une idée reçue, une idée préconçue, et puis quand on commence à vraiment creuser le sujet, à interroger les bénéficiaires, à travailler avec son coach, on se rend compte que l'irritant, il n'était peut-être pas tout à fait celui qu'on identifiait, mais on va peut-être pivoter un peu pour orienter sa solution. Donc, cette idée de besoin qui vient des usagers, qui vient du terrain, elle est essentielle, et je pense que c'est une des composantes vraiment assez marquantes des intrapreneurs. On n'a pas de feuille de route déjà préécrite, prédéfinie. En fait, notre feuille de route, on l'écrit en fonction des retours usagers. Donc, ça demande beaucoup de souplesse, et on a en fait cet espace, en étant intrapreneur, cet espace d'autonomie et de souplesse qui nous permet d'avancer, de proposer une solution à la problématique. Cette souplesse, elle est garantie par différents dispositifs. Hein. En interne, on doit effectivement être soutenu en interne, parce que être intrapreneur, ça oblige à passer une bonne partie de son temps sur son projet. Donc, en général, il y a un sponsoring qui est fait à haut niveau. Hein, évidemment, toutes les idées, tous les projets, tous les irritants n'ont pas vocation à être traités avec une start-up d'État. Donc, à la Fabrique numérique du ministère de la Transition écologique, tous les ans environ, on a un appel à candidature pour identifier les sujets qui pourraient faire l'objet d'une investigation. Ces sujets sont passés au crible par un comité de présélection. Et ensuite, les candidats potentiels passent un entretien pour identifier la petite dizaine, entre 5 et 10 projets qui seront accompagnés sur 6 premiers mois pour vraiment explorer la problématique et voir si on peut trouver une manière de résoudre le problème. Donc, au niveau du quotidien de l'intrapreneur, c'est vraiment cette autonomie qui est au cœur. Hein. L'intrapreneur gère une petite équipe qui va être très opérationnelle et travaille avec un coach,
un ou plusieurs développeurs, un ou plusieurs chargés de déploiement, des UX designers. Il y a aussi plein de ressources au sein de la communauté. Ce qui change aussi, je pense, de la plupart des postes classiques dans la fonction publique, c'est cette responsabilité qu'on a en tant qu'entrepreneur. On gère notre budget et on doit surtout prouver notre impact. Tous les 6 mois, on repasse devant nos financeurs. Alors, c'est vrai au bout des 6 premiers mois pour voir si, oui ou non, ça vaut le coup de poursuivre l'investigation et d'accélérer la mise en place du service numérique. Mais tous les 6 mois, on repasse en général devant notre comité de financement pour montrer notre avancement avec des preuves d'impact chiffrées. Et donc ça, c'est aussi extrêmement stimulant au sein de l'équipe d'avoir cet impact, ces stats qu'on suit vraiment régulièrement en équipe et qui nous permettent de nous rechallenger et de faire évoluer le produit pour un meilleur service. Donc là, j'ai parlé de phase d'investigation. Donc ça, c'est cette phase des premiers 6 mois sur lesquels on va travailler, proposer un premier prototype, un premier produit minimum viable pour répondre à la problématique identifiée. Si cette investigation est concluante, alors c'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, en fait, c'est pas grave parce qu'on aura fait cet effort et puis on se sera rendu compte qu'en fait, le besoin n'était peut-être pas si fort que ça, ou peut-être qu'un autre service pouvait déjà répondre à la problématique. Et voilà, on aura fait le travail et certaines investigations comme ça ne sont pas concluantes au sens où elles n'aboutissent pas à l'accélération d'un produit, mais on peut vraiment imaginer des suites et des suites différentes et c'est pas du tout des échecs, au contraire, on a des produits qui vont être réinternalisés ou vus un petit peu différemment, donc ça reste très enrichissant. Quand on passe à cette étape des 6 mois, là, on rentre dans une phase d'accélération de croissance pour le produit. Et puis ensuite, la dernière phase, c'est la phase de consolidation. Phase de consolidation à laquelle aujourd'hui, peu de startups d'État ont encore été confrontées. C'est vrai que la plupart des startups du portefeuille bêta, une grosse partie sont en phase d'accélération. Et puis la consolidation, c'est la 3e étape qui permet de mettre en place un modèle pérenne. Alors, une réintégration au sein du ministère d'origine ou au contraire la constitution d'une entité à part. Elise, je vois une question dans le chat qui peut être intéressante. Oui. Justement, quand l'intrapreneur, finalement, il rejoint BetaGouv, il n'est pas forcément accoutumé tout le temps à la gestion de projet, ou en tout cas d'être un peu comme une casquette d'entrepreneur, même si c'est en interne. Et du coup, est-ce qu'il est un peu formé? Est-ce qu'il y a des cours en parallèle, de l'accompagnement, de la formation? Oui, alors tout à fait. Au sein de la communauté BetaGouv, déjà, chaque intrapreneur est accompagné par un coach qui est là vraiment pour le former, lui apporter des méthodes sur comment on fait pour conduire un entretien utilisateur, comment on écrit des personas pour vraiment répondre aux besoins des usagers. Il y a aussi un programme qui a été mis en place par BetaGouv, qui est le programme Alpha et qui vise à former les nouveaux intrapreneurs. Donc, il y a plein de formations qui sont en ligne, d'ailleurs, qui sont accessibles, même sans être engagés déjà dans ce projet d'intrapreneuriat, et qui expliquent vraiment le principe, la philosophie BetaGouv. Donc là, il y a déjà plein de ressources en ligne sur le site de Beta, en ligne sur YouTube. Il y a des petites séquences de formation qui montrent un petit peu les principes des startups d'État. Merci beaucoup, Lise Marion, du coup, pour de raisons assez complètes que c'est que se lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, on va peut-être rentrer dans le projet plus précis que vous portez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, mon produit numérique qui s'appelle Aide Territoire, qui est une plateforme d'accès aux aides publiques, qui est vraiment partie de ce constat de la difficulté pour les collectivités, qui était mon public cible, d'identifier les subventions, les aides disponibles pour leurs projets. Parce qu'on a sur le territoire une quantité de petites communes rurales qui n'ont pas les moyens de payer des bureaux d'études extérieurs pour identifier les subventions mobilisables, qui n'ont pas les moyens de mettre
un ETP sur la recherche de subventions, hein. Quand on est une petite mairie, une petite collectivité, en général, c'est le maire qui est tout seul avec dans les bouquins un secrétaire de mairie et qui doit chercher lui-même les aides pour monter son projet, qui doit remplir les dossiers, alors souvent en sacrifiant ses soirées et ses week-ends. Et lorsque je travaillais sur la diffusion de la démarche écoquartier, je me suis rendu compte de cet écart d'une collectivité à l'autre, avec des fois des mairies extrêmement bien dotées qui arrivaient à atteindre les 80% de financement du projet avec des aides publiques, et puis d'autres qui vraiment galéraient et étaient obligés de contracter des prêts classiques auprès d'une banque, alors qu'il y avait des subventions évidentes à aller chercher. Donc là, on est en train sur Aide Territoire de déployer vraiment cette démarche volontariste d'accès aux aides, de rassembler l'information sur les aides, avant tout les aides publiques, hein, parce que voilà, on sait qu'il y a un gros vivier d'aides publiques, on se doit de les faire connaître pour aider les collectivités à s'y retrouver. Je parle de collectivités, mais en fait, on ne traite pas que les collectivités, hein, c'était notre premier bénéficiaire, et puis rapidement, en échangeant avec les collectivités, les porteurs d'aide, en échangeant avec nos bénéficiaires, on s'est rendu compte que c'était pas pertinent de cibler uniquement les collectivités, puisqu'un projet sur un territoire, en général, il est peut-être lancé par la collectivité, mais il se fait avec tout l'écosystème des acteurs du territoire, donc aussi bien des associations que des établissements publics ou des entreprises. Donc aujourd'hui, sur Aide Territoire, on va retrouver des dispositifs pouvant accompagner ces différents types de publics. Donc, on en est là à la création de ce commun numérique qui n'existait pas jusqu'à présent, hein, cette énorme base de données des aides, et sur laquelle on va pouvoir plugger des services complémentaires, par exemple, des services pour les collectivités. On est en train d'y travailler, vraiment amener de la valeur pour les collectivités, pour les aider à trouver les bonnes subventions pour leurs projets. Ce qui est assez nouveau avec Aide Territoire, c'est qu'on va rassembler les aides publiques qui émanent des ministères, donc des aides d'État, mais également les aides des collectivités, les aides des régions, les aides des départements, les aides de certaines agences techniques départementales, les aides de structures d'ingénierie publique qui vont intervenir encore à un niveau plus local. On travaille aussi sur les aides européennes à un niveau plus macro, mais vraiment l'idée, c'est de rassembler en un même endroit toutes ces données qui est éparpillée et qui aujourd'hui n'est clairement pas assez structurée, hein, puisque pour avoir de la donnée structurée, mettre en place des flux de données sur les aides, c'est très compliqué. Donc on fait ce travail de fourmi, de mise en place de partenariats. Aujourd'hui, on a plus de 400 porteurs d'aide qui référencent des aides sur Aide Territoire. Et puis on avance avec tous ces partenaires. Et ce qui est essentiel, c'est le travail en réseau. D'une part à destination des porteurs d'aide et puis d'autre part à destination des bénéficiaires, hein, pour faire connaître cette plateforme aux collectivités qui ont des besoins. Merci beaucoup, Élise Marion. Personnellement, je vous invite à suivre sur LinkedIn le Aide Territoire parce que la communication est assez dynamique justement. Donc vous verrez comment avance le projet petit à petit. Est-ce qu'il y a des questions, Sigrid, Oui, j'en vois une qui fait le lien justement et qui peut être intéressante, une question de Miguel, oui, qui nous dit est-ce que le projet justement Aide Territoire permet de consolider le coût global des projets ainsi financés par les différentes sources? Voilà. Est-ce que, in fine, vous arrivez à avoir ces données-là? Alors, pas encore. Pas encore. Là, pour l'instant, voilà, on en est vraiment à l'identification des sources de financement, des sources de financement possibles, hein. Et comme je le disais, on a ce besoin d'harmoniser les choses, de constituer ce commun numérique pour plugger ensuite d'autres services. Et c'est vrai que le fait de consolider, d'avoir un mix de financement pour les projets, ça viendra après dans un futur à moyen terme. Et il y avait aussi une dernière question, c'était, mais je crois que vous êtes plutôt quand même sur des solutions, je dirais tech, mais il y avait une question qui disait, est-ce que si une solution finalement existe déjà au sein de la fonction publique, mais peine à se promouvoir par manque finalement de communication, est-ce que voilà, ça relève aussi de BetaGouv? Je pense qu'on est sur un autre cas. Ouais, alors après, je pense que ça peut être des sujets qui sont explorés justement sur
pourquoi la solution justement peine à être connue? Est-ce qu'il y a besoin peut-être d'un pivot pour l'orienter différemment? Je pense que ça peut être un sujet exploré, ouais, pourquoi pas dans le cadre bêta ou dans le cadre de d'autres possibilités comme les entrepreneurs d'intérêt général qui parfois vont dans des administrations pour répondre à une problématique. En tout cas, le fait qu'une solution existe mais peine à être promue, je pense qu'il y a peut-être besoin d'un pivot ou autre, mais là, j'ai pas la réponse de est-ce que ça peut faire l'objet d'une start-up bêta ou pas. En tout cas, je te rejoins sur ce sujet-là parce que c'est vrai que si ça peine à utiliser, je pense qu'il y a peut-être d'autres problèmes derrière et ça peut être aussi un problème tech ou finalement dans le design, dans l'UX. Ça peut faire la transition d'ailleurs avec le design, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres problèmes derrière. Peut-être Lou Salomé, je te laisse. Justement, on va faire la transition sur le troisième intervenant et je vais laisser Marie-Caroline présenter le troisième intervenant. Oui, merci. Donc, on va passer à la troisième partie de notre webconférence avec Julien Beautrio, qui lui donc ne vient pas directement, on va dire, de la fonction publique, mais qui travaille avec des acteurs publics. Alors, première question, Julien Beautrio, est-ce que vous pouvez nous parler du design d'intérêt général? C'est quand même une notion qui est assez nouvelle et qui monte en puissance, si je veux dire. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler de vos méthodes de travail au sein de votre cabinet? Oui, alors, par rapport au design d'intérêt général, c'est vrai que peut-être que certains et certaines d'entre vous êtes familiers avec le design de service, le design thinking, en tout cas toutes ces méthodologies qui vont à la fois reposer sur des sciences sociales, de la co-création, des méthodes agiles, du prototypage. Et donc, nous, en fait, on mobilise ce type de méthode pour intégrer l'usager des futures politiques publiques qu'on conçoit avec nos clients, des futurs dispositifs d'innovation sociale qu'on conçoit avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, intégrer ces futurs usagers dans quasiment à toutes les étapes de cette conception. Donc, on dit intérêt général parce que on fait essentiellement du design de politique publique, des politiques publiques qui sont orientées autour des solidarités, de l'action sociale, de l'inclusion. Et on fait aussi du design pour des structures d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vrai que la notion de design d'intérêt général, elle permet de couvrir ces différents champs. Et intérêt général aussi parce que les missions qu'on mène avec nos clients, elles ont pour objectif d'avoir un impact sur le territoire, un impact positif sur le territoire. Et l'autre, on va dire, fil rouge de nos missions, c'est qu'on travaille en général avec des publics vulnérables, des publics en situation de précarité. On a travaillé dernièrement avec le SAMU social sur les questions de sans-abrisme et comment réinterroger le parcours utilisateur du 115 que vous devez certainement connaître, qui est cette ligne téléphonique qu'on appelle quand on est sans logement. On travaille beaucoup ces derniers temps sur les problématiques de handicap et d'inclusion. Également les personnes éloignées de l'emploi. Donc, je me permets d'insister sur les publics avec lesquels on travaille parce que ils supposent aussi de réinventer assez souvent nos méthodes et nos manières d'approcher et de travailler avec ces personnes parce que c'est souvent des personnes qui sont pas habituées, loin s'en faut, du langage administratif. Des personnes qui sont souvent allophones et du coup qui ne maîtrisent pas le français, d'autres dans des situations encore plus poussées. On travaille actuellement dans un foyer pour adultes autistes, donc qui ne maîtrisent même pas nos codes de communication.
Et malgré tout, notre parti pris, c'est de nous dire comment ces personnes qui sont invisibilisées, qui sont exclues du processus démocratique, comment on trouve des leviers pour les réintégrer dans la conception des dispositifs qui les concernent en premier lieu. Donc voilà pour la question du design d'intérêt général. Pardon. Et sur nos méthodos, alors pour le coup, une méthodologie classique qu'on va déployer, elle reprend les étapes d'une approche de design, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase d'immersion et d'observation. Et là, on va travailler avec des professionnels de type sociologue et anthropologue pour justement comprendre l'usager, l'utilisateur dans sa complexité. En tout cas, on ne va pas comprendre dans son intégralité, mais en tout cas, c'est de sortir l'usager de la case administrative dans laquelle on a tendance, enfin les administrations ont tendance à le mettre, et donc de considérer cette personne comme un individu avec des usages, des habitudes, tout à l'heure on parlait d'irritants, de difficultés, de problématiques rencontrées au quotidien, pour du coup intégrer une grande partie de ces facettes à la réflexion autour des dispositifs qu'on veut mettre en place. Donc de l'immersion, de la compréhension, aller sur le terrain, faire du micro-trottoir, aller au domicile des personnes, vraiment être au plus près des usagers avec lesquels on va travailler. Et puis ensuite, une phase de co-conception, co-création, co-construction. Donc là, soit en fonction de nos différentes interventions, soit l'usager est dans ces espaces-là, soit comme on travaille souvent à des échelles territoriales, autour de l'usager, il y a beaucoup de parties prenantes qui agissent, la collectivité, mais aussi le tissu associatif, les entreprises, les lieux de sociabilité. Et donc, on intègre ces parties prenantes à nos ateliers pour que collectivement, on soulève et on identifie des solutions qui pourraient répondre aux problématiques qu'on aura identifiées lors de la phase précédente. Et puis ensuite, la spécificité du design, c'est le prototypage, c'est-à-dire qu'on va vite formaliser les solutions, quand bien même elles ne sont pas précises, quand bien même elles ne soient pas idéales tout de suite, mais pour les tester et réintégrer les usages des personnes dans les prototypes qu'on développe. Et puis ensuite, une forme de finalisation. Alors après, c'est sûr que quand on préparait nos entretiens, nous, on est une agence conseil, donc notre mission se termine au stade des recommandations. Donc, c'est aussi une forme un peu parfois de frustration pour nous, puisqu'on livre des recommandations stratégiques au regard de toute la méthodologie qu'on a pu développer, mais on implémente rarement, on développe rarement les solutions qu'on a développées collectivement avec les différentes parties prenantes. Et donc voilà, soit la collectivité a les leviers pour transformer nos recommandations en solutions concrètes, soit non. Mais on se dit que c'est aussi l'approche et la démarche qui aura été intéressante, et on y viendra peut-être tout à l'heure. Ça permet au pouvoir public mais nos deux intervenantes l'ont très bien dit, de faire un pas de côté, de faire différemment. Et la démarche en tant que telle est aussi importante que le livrable final. D'accord, très bien. Merci Julien Beautréau pour toutes ces précisions très claires. Peut-être que vous pouvez revenir sur un projet que vous avez mené récemment pour illustrer ce que vous venez de dire. Oui. Alors sur le champ de l'action sociale, on a travaillé il y a quelques temps avec un conseil départemental. Et donc, vous le savez sûrement, le conseil départemental, il a les compétences autour de la solidarité. Et c'est lui notamment qui gère l'aide sociale à l'enfance, donc qui accueille, accompagne les mineurs qui sont, pour différentes raisons, retirés de leur foyer familial ou accompagnés justement parce qu'il peut y avoir des carences parentales familiales. Et donc, pour ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, une des nombreuses difficultés, mais un des effets couperés, c'est la majorité.
à 18 ans, ces jeunes qui ont été accompagnés parfois pendant toute leur enfance sont sommés de prendre leur autonomie à 18 ans et donc de trouver un logement, de trouver une orientation académique ou professionnelle, de savoir gérer un budget, etc., etc. Donc, moi, à 18 ans, j'étais incapable de faire ça, et quand bien même j'étais dans une famille bienveillante, etc. Donc, on imagine ce que représente ce couperet des 18 ans. Et donc, la commande du conseil départemental avec lequel on a travaillé, c'était de développer des outils qui permettent d'anticiper ce passage à la majorité et de permettre aux jeunes d'avoir une forme de capacité d'agir plus forte pour anticiper ce passage à la majorité. Donc, comment on a procédé? Déjà, on a établi avec les professionnels du secteur que l'âge à partir duquel il fallait commencer à conscientiser et sensibiliser le jeune à ce couperet, c'était aux alentours de 15 ans. Donc, on s'est dit finalement, de 15 ans à 18 ans, quelles étaient les différentes étapes que le jeune ne devait pas manquer au risque voilà, d'avoir ce qu'on appelle des sorties sèches. Oui, il y a un chiffre que je vous ai pas communiqué, c'est que il y a une statistique qui revient souvent sur l'aide sociale à l'enfance, c'est que 25% des personnes sans abri sont issues de l'aide sociale à l'enfance. Vous imaginez en termes d'investissement public ce que ça représente. Donc, un jeune qui a été accompagné de son enfance et finalement, il tombe dans le sans-abrisme. Il a de fortes chances de tomber dans le sans-abrisme après ses 18 ans. Donc, en termes de finances publiques, au-delà du militantisme que nous, on peut porter, il y a aussi ce poids sur les finances publiques. Et donc, du coup, un travail avec les partenaires associatifs, avec le conseil départemental, avec les travailleurs sociaux. Enfin, voilà, ah oui, vous dites 30, UNICEF dit 35. Ben voilà, donc voilà, on est sous ce seuil-là. Un travail voilà, de compréhension, parce que c'est très complexe comme sujet. Nous, on n'est pas experts de ce sujet a priori, donc on doit aussi s'immerger dans le sujet. Et puis après, un travail anthropologique auprès des jeunes. Donc, on avait fait le choix de travailler sur un panel de jeunes pré-majeurs, donc allant de 15 à 18 ans, mais aussi de jeunes étant sortis de l'aide sociale à l'enfance pour justement avoir des retours d'expérience. Donc là, l'anthropologue avec lequel on travaille est allé dans les foyers, au domicile, avoir des entretiens individuels, et non pas pour parler uniquement de cet âge des 18 ans, mais plutôt d'aller explorer le rapport voilà, à la citoyenneté, la capacité d'un jeune à se projeter à 3 à 4 ans. Enfin, on est tous d'accord pour dire que c'est une échéance très vaste quand on est jeune. Les loisirs, enfin voilà, tout ça est multifacette, donc l'approche anthropologique permet d'aller creuser ces différents sujets. Et puis ensuite, une phase, et c'était un parti pris aussi, de co-conception, là pour le coup, avec les jeunes. On avait travaillé avec un foyer d'accueil pour concevoir les différentes solutions qui pourraient aider ce passage à la majorité. Et donc là, vous voyez, on est dans une phase assez ouverte parce que on n'avait pas mis de contraintes particulières dans la phase de co-conception, mais comme on considère que, enfin, on souhaite que les solutions qu'on développe soient faisables, on a ensuite fait un atelier on va dire de concrétisation avec des travailleurs sociaux, avec des agents du département, puisque ce sera eux qui, in fine, auront aussi à faire connaître la solution auprès des jeunes. Et donc voilà, donc est ressorti un certain nombre de pistes et on est arrivé à un concept qui est de permettre aux jeunes de baliser les grandes étapes. Il y a des grandes étapes en fait administratives, faire sa carte de sécu, faire sa carte d'identité, enfin toutes ces questions administratives, passer son permis, et du coup de permettre, au début on était sur une solution papier très simple, de visualiser les grandes étapes à ne pas manquer, et ça permettait aussi ça permet aux jeunes d'être en dialogue avec le travailleur social, parce qu'en fait on s'est aussi rendu compte que le travailleur social diffusait un peu au compte-gouttes les informations et en fonction de l'avancée de l'âge de la personne, et du coup
ça a empêché les jeunes de se projeter. Donc, un outil de visualisation. Et bien sûr, ce qu'on a vu, c'est que le numérique prend une place très importante dans les usages quotidiens des jeunes. Et donc, on a transformé cette frise en papier en version digitale. Et donc, c'est là où je vous dis, et d'ailleurs, on parlait de start-up d'État, c'est intéressant parce que nous, on est arrivé à cette phase de recommandation, on a prototypé une appli qui a à la fois un coffre-fort numérique, à la fois de personnaliser les frises en fonction des différentes dimensions administratives, universitaires, logements, etc. Et là, on se retrouve, enfin, le département se retrouve à se dire mais comment je peux mutualiser, parce qu'en fait cette problématique-là dans le département avec lequel on a travaillé, elle est vraie pour l'ensemble des départements. Et donc à un moment donné, donc nous on a déposé ça, ils sont en réflexion sur comment mettre en œuvre la solution digitale, mais ça se joue à des niveaux nationaux. Là en tout cas, et donc ce qui est intéressant, c'est comment une collectivité peut aussi être accompagnée vers des dispositifs nationaux qui permettent une mutualisation et qui permettent de partager les coûts et les investissements sur des solutions telles qu'on les a conçues à une échelle très locale. Très bien, merci Julien Beautrio pour cet exemple de projet très concret, vraiment qui répondent à des enjeux. Du coup, Sigrid, est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat pour Julien Beautrio? Il y a peut-être un complément par rapport au projet. Il y avait une question aussi. Est-ce que dans le cadre du projet, vous avez aussi travaillé avec les familles d'accueil de ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou pas? Et une question de Karine aussi. Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à être un acteur interne à la fonction publique ou un acteur externe si on veut rejoindre, je pense, une agence telle Les Beaux Jours, par exemple, sur des questions de design, en fait? Alors, pour la première question, j'ai bien compris. Et donc, la réponse est oui, il y avait des familles, il y avait des familles d'accueil. Oui, puisqu'il y a, en fait, il y a différentes solutions qui sont proposées aux jeunes. De l'accompagnement par les travailleurs sociaux, des familles d'accueil, des accueils en foyer. Donc, on avait sur l'atelier de concrétisation, on avait ces différentes parties prenantes. Par contre, je suis pas sûr de comprendre la deuxième question. Pour la deuxième question, je pense que derrière la question, mais peut-être que ensuite Karine pourra nous dire si c'est ça ou pas. Je pense que c'est est-ce que quand vous faites des recrutements au sein de l'agence, et s'il y a des recrutements, est-ce que vous favorisez finalement des profils qui ont déjà été au sein de l'administration? Ou finalement, vous prenez plutôt des designers qui sont sortis d'études ou autres? En fait, j'aurais pas de réponse définitive. C'est sûr que, vous l'avez compris, nous, on est sur des profils hybrides. Donc, c'est sûr que d'avoir une connaissance de la fonction publique et de la manière dont, par exemple, ne serait-ce que comment se répartissent les compétences entre collectivités, par exemple, d'avoir une connaissance de cette organisation administrative, c'est un plus. Mais on n'est pas obligé d'être passé par l'administration pour connaître les arcanes. C'est plus en termes de compétences et de compréhension et de grille de lecture. D'avoir aussi des compétences à la créativité, à l'animation de collectif, tout en pouvant aller sur le terrain et en ayant une approche analytique. Donc voilà, on dessine un peu un mouton à 5 pattes. Mais voilà, on est sur des profils hybrides. Et donc du coup, ma question serait plutôt comment sélectionnez-vous les projets? Alors, on les sélectionne pas forcément. Nous, on est un cabinet conseil, donc on est sur le champ concurrentiel et on répond aux projets qui nous intéressent dans le cadre de marchés publics en général. En tout cas, quand on travaille avec les collectivités territoriales. Et puis après, on essaie de plus en plus d'aller sur des démarches expérimentales, de monter des binômes avec des associations et ensuite de chercher ensemble des financements, des cofinancements. Là, on travaille sur des projets autour du handicap et qui sont financés par la CNSA. C'est des binômes qu'on forme en amont, on repère des appels à projets et du coup, on a un travail partenarial avec la structure pour aller chercher le financement qui finance du coup toute ou partie de notre intervention. Du coup, je te laisse, Marie-Caroline, peut-être pour amorcer. Oui, très bien. Merci, Julien Beautrio. Maintenant, je vais passer la parole à Lou Salomé pour une question, on va dire, une question débat. Oui, voilà, merci. Donc, pour finir, on a voulu aborder une question plus transversale, donc qui s'adresse à l'ensemble de nos intervenants, qui est la suivante. En fait, selon vous et de par vos expériences dans vos divers projets, de par vos convictions,
comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer la transformation de l'action publique? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier, sinon on prend dans l'ordre de la webconf. Peut-être, du coup, Clémence Penn. D'accord, je vais bien commencer. Je vais poser une première pierre. Moi, ma réponse, ce serait évidemment du coup l'innovation ouverte, et ce serait que pour deux angles. Donc pour accélérer la transformation publique, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc d'une part, une action publique partenariale qui implique évidemment les usagers et les citoyens. Ça va de soi. Mais aussi un certain nombre d'acteurs de terrain, ou alors qui ont des approches plus créatives que nous, et ça ne manque pas. C'est facile. Donc une innovation partenariale d'une part, et puis d'autre part, il y a un gros sujet évidemment sur l'acculturation des administrations et des agents publics, même si, comme le disait de façon assez optimiste Élise en introduction, je crois quand même que ça bouge. Il y a quand même énormément d'événements, d'ateliers, de conférences, de démarches pour ce sujet d'acculturation. Peut-être qu'on peut même espérer que la réforme de la haute fonction publique intègre aussi en partie ces dimensions, puisqu'on entend par exemple que les compétences en matière d'écologie ou de numérique pourraient désormais être valorisées dans la haute fonction publique. Franchement, ce serait une nouveauté. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas de recette miracle sur l'acculturation. En revanche, vous l'avez compris, je crois beaucoup à l'approche par communauté. Je crois beaucoup que ça peut soutenir à tous les niveaux. Si vous êtes agent public, vous le savez, on est quand même très souvent confronté, alors bien sûr pas à la DITP où il fait très bon vivre, mais dans l'administration, à des situations de solitude, d'incompréhension. On disait tout à l'heure dans le chat qu'il y a beaucoup d'agents qui se sentent peut-être pas légitimes pour aborder des sujets d'innovation à cause de leur âge, mais probablement aussi pour plein d'autres critères, à cause de leur management, à cause de leur rapport avec leurs collègues, à cause de l'affectation de leur poste qui est réductrice ou des choses comme ça. Donc voilà, moi je pense que les communautés, ça sert avant tout à ça, à trouver des alliés. Si possible, à trouver des alliés dans sa direction, dans son administration, mais aussi au-delà, ça peut aussi du coup alimenter des sujets de mobilité, et puis créer comme ça une petite armée de champions, d'ambassadeurs de l'innovation et de la transformation publique qui se serrent les coudes à l'intérieur de toutes les administrations. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est des solutions, mais en tout cas, mes souhaits. Super, ben merci pour cette première approche, et peut-être qu'on peut avoir, on aura une approche différente, complémentaire d'Élise Marion. Oui, alors merci. Moi, je rejoins Clémence sur les points qui ont été présentés. Je pense que pour accélérer la transformation de l'action publique, il faut tirer profit des agents publics eux-mêmes, en fait, puisque c'est eux, voilà, qui sont au cœur du système, et donc qui peuvent impulser de la transformation en se faisant accompagner. Le regard extérieur, il est essentiel, hein, justement, pour des fois se questionner, peut-être challenger certains choix, mais en fait, le fait que cette transformation, elle parte de l'intérieur, ça me semble vraiment hyper important, en fait, pouvoir expérimenter aussi, et pouvoir permettre à chacun de trouver du sens, en fait, et de la légitimité dans son action quotidienne. Je pense que cette recherche de sens, redonner du sens à son action en tant qu'agent public, c'est un peu aussi un des cœurs de cette transformation, qu'on soit intrapreneur, qu'on soit sur un projet innovant. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de sens qui est essentielle. On sait qu'on fait quelque chose qui va servir, qui va avoir de l'impact derrière, et l'exemple de Julien était aussi parfaitement représentatif, hein. Cette idée de sens, elle est essentielle, et l'idée du réseau, du partenariat. Voilà, si on travaille ensemble, on pourra aller plus loin, et en plus on pourra y aller plus vite, parce que si nous on est confronté à une problématique, peut-être que dans le département voisin ou la région voisine, on aura aussi cette même problématique, et le fait de mettre en commun ces expériences, de partager au sein d'une communauté, voilà, on arrive vraiment à avancer, à créer
à créer ces communs et à transformer, je pense, l'action de l'intérieur. Pour info, moi, je suis dans une direction générale, donc la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui depuis un peu plus d'1 an a entrepris un grand chantier justement de transformation qui s'appelle DGLN Demain et qui est fait avec les agents, en fait, avec toute la direction. Donc depuis 1 an, on est accompagné autour de différents ateliers pour créer l'offre de services et repenser vraiment l'action de la direction générale différemment. Super. Donc, ça permet de remettre, de redonner du sens, je pense, à l'ensemble de la direction avec ce projet commun qui nous guide et qui nous porte. Merci. Merci. Pour terminer, le point de vue de Julien Beautriot là-dessus. En fait, quand on a lancé l'activité Les Beaux Jours, je pense qu'on avait sous-estimé le côté, l'importance ou les difficultés que peuvent générer la culture managériale d'une administration dans la mise en œuvre d'innovation. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, voilà, on parle de chouettes démarches. Et à mon sens, alors nous, on travaille pas au niveau des administrations centrales ou des ministères, on travaille avec les collectivités. Et je pense qu'on est au début d'un mouvement, mais on est encore très loin d'une généralisation où l'usager est au cœur de la démarche. On laisse une prise de risque en termes managérial aux agents. Le rapport entre les fonctionnaires et les élus, il vient aussi complexifier la mise en œuvre d'innovation. Donc, en fait, selon moi, alors j'ai pas une solution unique, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau de la culture à la fois managériale et de la culture administrative. Et il y a aussi une question de posture, me semble-t-il, des agents publics par rapport, je vous le dis, nous, notre parti pris, c'est de travailler avec les acteurs de territoire et les acteurs associatifs, quoi. Et donc, pour que le dialogue se fasse, il y a aussi un changement de mentalité à insuffler dans les administrations locales et de leur permettre de se rendre compte qu'ils ne sont plus uniquement que des pourvoyeurs de subventions. Que une collectivité, elle peut être partenaire, elle peut être co-concepteur, et que la collectivité et les pouvoirs publics n'ont pas le monopole des solutions à apporter aux défis locaux. Donc c'est vraiment une approche partenariale de changer de posture par rapport aux citoyens, aux acteurs associatifs. Nous, on observe quand même parfois une instrumentalisation des démarches qu'on développe, c'est-à-dire que ça permet de cocher la case, on a intégré l'usager, en tout cas de communiquer, d'avoir une communication autour de cela, mais ensuite, les habitudes de travail, les postures managériales, les rapports symboliques de pouvoir, ils sont toujours là et du coup, ils viennent entraver la mise en place d'innovation sociale et publique. Donc, c'est un changement culturel de fond et de fonctionnement de fond qui, à mon avis, ne peut pas s'opérer du jour au lendemain. J'imagine que parmi nous, il y a ces acteurs de changement. En tout cas, j'allais dire avec Marie-Caroline, et je pense que l'ensemble des ambassadeurs profil public, on est animés par cette idée qu'on voudrait aider à transformer l'action publique. Donc oui, ça nous parle assez dans ce que vous dites, je pense. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui approuvent dans le chat, effectivement. Parce que moi, je rejoins sur les questions, j'ai vu Clémence dans le chat qui a mis effectivement le fait de remettre aussi le sens finalement au cœur, ça permet d'attirer des super profils. Et effectivement, c'est aussi à condition que la culture managériale se transforme, à condition que les transformations aient lieu et qu'il n'y ait pas que de la communication sur ça et qu'on ait bien ensuite la transformation. En tout cas, nous, c'est un message qu'on essaye de faire passer aussi parce qu'il reste des freins, même si on voit qu'il y a quand même une envie et de la part de pas mal de collaborateurs au sein du secteur public. Donc, je dirais qu'on est sur la bonne voie, mais il y a encore du chemin aussi à parcourir. Peut-être que, du coup, est-ce qu'il y a d'autres
question, l'envie d'avoir envie. On voit, je vois une question justement de Karine aussi qui dit quel conseil finalement donneriez-vous à quelqu'un qui se lance dans la transformation publique? Alors ça peut être des designers, mais aussi voilà, peut-être des jeunes qui souhaiteraient rejoindre, que ce soit la DITP, une agence de design, ou finalement Betagoo avec plein de projets de start-up d'État dans la tête, ou de start-up de territoire d'ailleurs. Je peux répondre en partie sur le sujet notamment du design, puisqu'il y avait un peu une question pour Julien là-dessus tout à l'heure. En fait, c'est quand même une denrée rare. Je dois dire qu'on a du mal à... Alors, on a peut-être du mal justement aussi parce qu'on a peut-être un sujet de marque employeur et que la DITP est une direction jeune et que la marque n'est pas encore connue, etc. Mais on a du mal à recruter des designers qui soient seniors et qui soit très connaisseur de l'action publique. Et on a du mal, du coup, probablement pas seulement à cause de nos sujets de marque employeur, mais aussi parce que c'est un marché qui est assez réduit, qu'il est probable aussi que justement quand on est un designer senior qui a déjà beaucoup bossé avec le public, etc., probablement on a sa propre agence, probablement on gagne relativement bien sa vie et on n'a pas envie de repartir sur des jobs fermés, sans possibilité d'encadrement, etc., dans la fonction publique. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas de réponse pour répondre à cette équation. En revanche, du coup, sur des jeunes designers qui, par exemple, sortiraient d'école et que ça intéresserait, il y a vraiment un boulevard. Vous êtes vraiment les bienvenus. Mon seul conseil, ce serait, comme Julien disait tout à l'heure, c'est pas la peine non plus de faire l'ENA ou d'être un pro du droit public, mais c'est vrai qu'un designer qui a déjà une petite compréhension des sigles, une petite compréhension des fonctionnements, c'est vraiment un profil ultra recherché, c'est vraiment la perle rare. Après moi, en complément, je pense qu'il faut surtout aussi rester très ouvert en fait et prêt à découvrir, être curieux, être prêt à découvrir de nouvelles choses, intégrer de nouveaux profils. Moi, je suis dans l'équipe des territoires. Voilà, j'essaie vraiment d'élargir, de pas avoir de profil type. Et je trouve que la diversité des profils, elle enrichit énormément ce qu'on est en train de faire du produit, les différents partenariats qu'on met en place aussi. Enfin, il y a des choses, je pense que j'aurais pas du tout imaginé il y a 2 ans. Donc vraiment rester dans cette idée d'ouverture, de curiosité pour avancer et puis montrer aussi voilà qu'on peut innover en étant dans le service public. Merci en tout cas. Oui, juste pour compléter, 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais si je devais aussi résumer, c'est vrai qu'en tout cas sur les agences, nous et puis nos confrères, enfin on travaille beaucoup en coopération avec des agences similaires à la nôtre. On est des petites, pour le moment, il n'y a pas de gros acteurs mastodontes voilà. Et du coup, c'est finalement des profils hybrides qu'on recherche. Donc c'est effectivement, comme le disait Clément, c'est un designer, mais un designer qui s'intéresse à l'action publique et n'a pas peur des sigles Scott, NPNRU et compagnie, quoi. Et ce coltine, mais par plaisir, ça peut exister de prendre plaisir à déchiffrer cette complexité administrative. Et en fait, c'est là tout l'intérêt du design, c'est que de cette complexité, le designer permet de rendre cette complexité désirable. Donc, c'est une hybridation. Et pour les non-designers, c'est aussi d'avoir cet état d'esprit d'intégrer, d'avoir une vision globale de l'usager, du citoyen, d'avoir une pensée complexe, comme dirait l'autre. Voilà, c'est du coup des profils vraiment hybrides. À chaque fois qu'il a fallu qu'on recrute, nous, quand on lit l'annonce, on se dit mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Parce qu'effectivement, c'est des compétences qui sont parfois en plus un peu
contradictoires. Je vous donne juste un dernier exemple. On cherchait dernièrement un profil plutôt sciences sociales anthropologue, donc quelqu'un qui est sur le terrain mais dans des démarches plutôt individuelles et en même temps qui sait animer des collectifs et qui est créatif. Donc parfois ça vient aussi percuter des profils académiques et donc voilà, nous on travaille très bien avec ces profils un peu atypiques et qui n'ont pas forcément, qui sont pas non plus estampillés ENA, école, machin, mais qui sont dans un état d'esprit vraiment hybride, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être que je vois l'heure un petit peu qui tourne, peut-être qu'on conclut Marie-Caroline et Lou Salomé, parce qu'on a eu pas mal de questions finalement, ça, à part s'il y a des dernières questions qui émanent du chat, mais j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions. Oui, moi j'ai l'impression que... Oui, vas-y Sigrid. Ouais, du coup, alors ce que je disais en introduction, c'est que ça fait partie, en fait, cette webconférence, elle fait aussi partie d'un programme de webconférence avec nos ambassadeurs profil public. Et du coup, la prochaine aura lieu le 24 juin autour finalement du thème de la diplomatie et de découvrir un peu les coulisses de la diplomatie, qui est un secteur finalement quelquefois un peu mal connu. Ça permettra d'en savoir plus avec des invités dont on ne vous dévoile pas encore les noms, mais ça sera Agatha et Gauthier qui co-animeront cette webconférence jeudi 24 juin. Et ce sera la dernière de l'année. Et du coup, on recherche d'ailleurs nos 15 prochains ambassadeurs pour l'année prochaine. Et donc, on a déjà diffusé sur les réseaux sociaux l'appel à la candidature. Donc, en tout cas, s'il y a parmi vous justement des jeunes qui l'année prochaine souhaitent co-animer avec nous des sujets, réfléchir aussi à leur projet un peu professionnel, voilà, on est ouvert aux candidatures. Et donc, on a publié ça récemment là, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi via notre adresse mail que je vais laisser aussi dans le chat. En tout cas, peut-être que j'arrête le partage pour qu'on se voit un petit peu plus. Mais merci en tout cas à tous. Et puis, je laisse peut-être le mot de la fin pour Marie-Caroline et Lou Salomé pour remercier aussi tous nos intervenants. Merci Sigrid. Et oui, en effet, merci à tous les intervenants. On espère vraiment que cette conférence vous a plu, vous a inspiré aussi et levé parfois des choses qui pouvaient être un peu brumeuses ou alors des choses qui vous freinaient. Je pense que ça a été assez riche et qu'on a eu beaucoup d'informations sur les trois thématiques, les trois structures qu'on a pu découvrir. Donc, merci. Donc, de toute façon, oui, comme le disait Sigrid dans le chat, ce sera en replay aussi. Donc, vous pourrez regarder de nouveau tout ce qui a été dit.